Bonjour, je m'appelle Mathilde, j'ai 23 ans et je suis narcoleptique de type 1. J'ai été diagnostiquée, je crois que ça fait 1 an à peu près. La narcolepsie a commencé à peu près quand j'avais 15 ans. Donc j'ai commencé à m'endormir en classe souvent et donc en fait moins dormir parfois aussi la nuit, sommeil très fragmenté, beaucoup de rêves. Des paralysies du sommeil, beaucoup. Et aussi, en fait, parfois moins l'envie de dormir puisque j'avais plus dormi la journée. Donc, j'ai un peu naturellement pensé que c'était simplement que mon sommeil était déphasé, que c'était la faute de mon hygiène de vie, disons. Et en fait, ça a continué aussi quand j'étais du coup plus adolescente, en études, etc. Ou pareil, une vie où je sortais un peu parfois avec des amis. Donc, je me disais, je mettais toujours ça sur le compte, on va dire, de ma vie sociale. Jusqu'en fait me rendre compte pendant le Covid et pendant beaucoup de moments où je restais plusieurs jours sans rien faire, à me reposer, à être à horaire fixe et où j'étais quand même capable de dormir pendant 2 jours presque complets. Avec des pauses pour manger, mais 24 à 48 heures pour endormir. J'ai aussi eu des symptômes petit à petit. La narcolepsie de type 1 a des symptômes de cataplexie. Donc, sous le coup d'émotions fortes, en fait, je peux perdre du tonus musculaire qui fait que ma tête tombe un peu souvent. Le plus souvent, c'est sur le rire. Donc, ma tête tombait petit à petit. Je devais m'accrocher à la table. Je devais faire attention à ne pas perdre l'équilibre. Je contrôlais plus les mouvements de mon visage et c'était un peu perturbant, je connaissais pas cette sensation. Et donc en fait c'est en cherchant sur internet les symptômes de la narcolepsie que c'est ce symptôme-là, c'est la cataplexie qui a fait que j'ai compris qu'il y avait un souci. Et j'ai reconnu, j'ai cherché des vidéos, j'ai vu des vidéos de personnes à qui ça arrivait et j'ai compris que c'était mon cas également. Et contacté mon médecin traitant qui m'a fait une lettre d'adressage. Après, je suis allée au centre du sommeil et donc c'est au centre du sommeil qu'on a commencé les examens. Donc ça a pris du temps quand même avant de savoir parce qu'il faut faire une batterie d'examens. Les enregistrements du sommeil. Moi, mon cas, c'était un petit peu entre deux. C'était pas nécessairement très clair tout de suite. Donc on a dû après me faire une ponction lombaire et plusieurs examens complémentaires pour confirmer. Parce qu'en fait, tant que le médecin ne voyait pas la cataplexie, c'était pas nécessairement possible d'être certain. Et voilà, après, au bout du compte, ça a été confirmé. Depuis que j'ai été diagnostiquée, je prends du Wakix, un médicament qui agit pour les endormissements et pour la cataplexie. C'est assez complexe de savoir si ça fonctionne vraiment, parce que je continue à avoir des somnolences la journée, quand je suis en réunion, quand je suis avec des personnes, ça peut être en parlant, ça peut être quand je suis dans une voiture. Donc c'est vrai que les endormissements continuent. Je trouve que ça a un effet sur la cataplexie en revanche, un petit peu. Et c'est vrai que quand j'oublie de prendre mon médicament, je le sens quand même que je suis plus fatiguée. Ça a des répercussions évidemment aussi sur la vie professionnelle. Et c'est vrai que j'ai pas les mêmes types d'endormissement en fonction de comme je suis au début de ma vie professionnelle, si je suis en stage, si je travaille à plein temps ou pas, ou à la maison ou au bureau. Donc potentiellement, je m'orienterai vers un médicament un petit peu plus dosé à l'avenir. Mais je prends un petit peu de temps pour y réfléchir. Et pour ce qui est en fait du diagnostic, je pense que ça a surtout changé au niveau émotionnel et psychologique, dans le sens où il y a eu une certaine reconnaissance et un soulagement du fait que je pouvais ne pas culpabiliser nécessairement de m'endormir, que j'ai pu expliquer mes limites autour de moi, etc. Donc même si c'est pas toujours encore compris, c'est apaisant en fait de pouvoir avoir ce diagnostic et de pouvoir poser des mots, voilà, sur ce qui se passe. Si je pouvais donner un conseil, ce serait, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais de s'écouter beaucoup, parce que je sais que j'ai peut-être mis un petit peu plus de temps à être diagnostiquée parce que j'ai beaucoup douté en fait de ce que je ressentais, même pendant le processus, avant d'avoir le diagnostic clair. Comme il y a vraiment une différence qui est parfois difficile à poser entre la dette de sommeil et la narcolepsie,
Parfois, moi, des choses dont je sentais qu'elles n'étaient pas normales, on me disait qu'elles pouvaient l'être parce que justement, je prenais pas suffisamment le temps de dormir, je me couchais pas à heure fixe, je faisais pas telle chose ou telle chose. Et donc, en fait, je pense que j'aurais dû m'écouter un petit peu plus, avoir plus confiance en ce que je vivais. Et oui, éventuellement parler plus vite à un médecin quand on sent en fait qu'on a des endormissements qui sont pas normaux, répétés en public, en classe, en réunion. Donc voilà, c'est des choses qui sont pas anodines, qui peuvent arriver de temps en temps, mais quand ça arrive plusieurs fois par semaine ou plusieurs fois par mois, c'est pas normal. Je n'ai pas encore d'aménagement particulier parce que je suis en cours de dossier RQTH, donc pour la reconnaissance handicap. J'ai pas encore finalisé le dossier parce que c'est des démarches assez longues et je sais pas très bien comment m'y prendre encore. En revanche, j'ai pris l'habitude, même si c'est difficile à faire, d'en parler dans mon milieu professionnel, autour de moi. Pour pouvoir en fait du coup, parce que le matin c'est plus difficile de me réveiller, donc c'est vrai que je suis plus facilement en retard. Si je suis fatiguée justement en réunion ou lorsque je suis avec des collègues ou que j'ai un travail à faire, c'est vrai que pour moi c'est important d'avoir du télétravail, c'est important de pouvoir avoir des horaires sur lesquels si je suis pas bien je peux faire une pause. Et même si parfois on peut avoir peur en fait d'être perçu à travers ce handicap là, si on en parle, c'est vrai que je pense que c'est important et de sensibiliser ses collègues et de pouvoir poser ses limites et expliquer en fait ce qui se passe, au risque en fait si on ne le fait pas, que notre comportement soit pris soit pour de la fainéantise, soit pour un manque de motivation ou de la fatigue parce qu'on serait sorti trop tard la veille, etc. Donc c'est vrai que c'est aussi c'est difficile de trouver le juste milieu entre ça, le dire, pas tout dire, mais c'est pour le coup, moi, ça m'a aidé d'en parler autour de moi et de demander en fait de façon informelle pour le moment des aménagements.